BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, fidèles au poste, nos experts. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Samy Chlagou, patron et cofondateur de Cross the Ages. Bonjour Samy. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Un entrepreneur marseillais, votre jeu vidéo Cross the Ages cartonne, un mélange de cartes à collectionner, de combats en ligne, d'un marché d'échange en crypto. Les joueurs s'y affrontent afin d'obtenir des NFT. Vous nous expliquerez tout. Vous nous direz si les jeux vidéo peuvent être un instrument majeur de démocratisation de ce marché des NFT. Comment votre jeu vidéo peut y parvenir, pas n'importe lequel, votre jeu vidéo, puisque vous avez remporté à Dubaï il y a quelques mois le prix du meilleur jeu vidéo de l'année décerné par l'AIBC Summit, la grand-messe du secteur. Ubisoft est à votre tour de table. Bref, on en parlera dans quelques instants. Et puis Xavier Fenot aussi nous accompagne pour Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ça tient sacrément bien sur les cryptos. Le Bitcoin reste proche des 23 000 $ en ce moment. Oui, alors quel début d'année 2023, 40% de hausse sur le Bitcoin, même chose d'ailleurs sur l'Ethereum. 1000 milliards de dollars, on l'a enfin retrouvé, c'est le montant de la capitalisation totale de l'ensemble des crypto-monnaies. Alors on sort la tête de haut, on efface la panique FTX, on reste coaché en plus là-haut. Je veux pas casser l'ambiance, mais les turbulences en fait ne sont pas terminées, loin de là. Alors déjà on va commencer par les bonnes nouvelles. Premièrement, on a eu cette rupture brutale psychologique à court terme en passant sur le Bitcoin les 18 000 $, en passant les 1400 $ sur l'Ether. Ça s'est traduit d'ailleurs par des rachats de short, en fait des liquidations de position des pessimistes, ces vendeurs sur le marché qui espéraient racheter plus bas, qui se retrouvent coincés en fait par cette hausse brutale, obligés de couper leur position, contraints d'ailleurs par les brokers, et ça accentue d'autant plus la hausse. Deux, des marchés traditionnels qui tiennent bien, accalmie sur la hausse des taux d'intérêt, une économie qui reste solide. D'ailleurs jeudi, on aura quand même la première estimation du PIB aux États-Unis qu'on va devoir suivre, toujours en mode détente du dollar américain et du taux à 10 ans aux États-Unis. Et puis 3, peut-être la possibilité de récupérer une partie des fonds perdus dans FTX, voire reprise d'activité. Alors a priori, c'est pas définitivement exclu, mais disons que ça redonne un peu le moral. Alors à court terme, on a une reprise haussière qui est partout, pas que sur Bitcoin et Ethereum. D'ailleurs, parmi le top 50 des plus grosses cryptos, Bitcoin et Ethereum, on est dans la seconde moitié en fait du top 50 des meilleures performances depuis un mois. Par exemple, QNT prend 50%, AXS a fait x2, certaines font même x2,5 en un mois, comme par exemple Mana ou Solana. Alors on ne va pas se mentir, on est quand même dans l'euphorie à court terme, mais qui peut durer. Donc les points de repère et le début d'invalidation de ces impulsions haussières, c'est 21 000 $ sur Bitcoin, 1500 $ sur l'Ether, ce qui nous donne 850 milliards de dollars sur la capitalisation totale. Tant qu'on tient ces zones, on est toujours dans cette dynamique positive. Pour aller chercher quoi ? 2000 $, pourquoi pas sur l'Ether, 24 500 $ sur le Bitcoin. Et c'est là en fait que ça pourrait bloquer plus fortement, parce que si on dézoome, d'un côté on a eu les records historiques de 2017 qui ont tenu, on l'avait vu ensemble sur ces niveaux-là, c'est trop tard pour paniquer, mais il reste quand même le gros rempart constitué l'été dernier, 1200 $ sur la capitalisation totale, ce qui nous donne 25 000 $ sur le Bitcoin et 2000 $ sur l'Ether. Donc c'est très bien ce qui se passe, N'oublions pas quand même de rester rigoureux, parce que même s'il y a une rupture psychologique à court terme, il faut tenir donc les niveaux court terme qu'on a évoqués, 21 000 sur Bitcoin, 1500 $ sur l'Ether, construire marche après marche sans tomber dans l'euphorie, ni oublier qu'à long terme, en fait, il reste quand même un bout de chemin avant de tout renverser, les 2000 $ sur l'Ether et les 25 000 $ sur Bitcoin. Donc positif, je reste oui, pragmatique aussi. Xavier Fenot avec nous aujourd'hui pour Interactive Trading. Merci beaucoup Xavier. On rappelle à ceux qui nous suivent de l'investir en crypto que l'argent dont on n'a pas besoin. Marché toujours très volatile et spéculatif qui peut attirer l'appétit, surtout quand ça remonte, mais ça reste malgré tout toujours aussi volatile et spéculatif. Valentin Demey nous accompagne régulièrement pour Cryptos. Valentin, on voit d'ailleurs que malgré l'hiver crypto, malgré le blizzard qui a secoué l'écosystème en 2022, des bourgeons se sont formés. La démocratisation des cryptos s'est manifestement poursuivie. Ça continue effectivement en termes d'adoption. On a ce chiffre qui arrive depuis quelques jours, proposé par Crypto.com Research, qui est donc l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, qui nous indique que 425 millions, c'est le chiffre de détenteurs de crypto-monnaies en 2022, qui est une augmentation assez significative, puisqu'on avait commencé l'année 2022, donc précédente, à 300 millions. Donc même avec le crash de Terra Luna, même avec la faillite de FTX, même avec tous ces problèmes, il y a quand même une adoption massive du monde des crypto-monnaies, et particulièrement de ces deux géants, Bitcoin et Ethereum. Dans des proportions un petit peu différentes, on a quand même sur Bitcoin
un point qui drague un petit peu l'ensemble du parcours, c'est l'adoption dans certains pays du monde de Bitcoin comme monnaie légale, ce qui a donné quand même un coup de projecteur assez important au Bitcoin et aussi finalement de nouveaux utilisateurs, puisque les pays qui ont adopté en 2021 et 2022 Bitcoin comme monnaie légale ont amené de nouveaux utilisateurs de fait à ce monde-là. Donc on a une augmentation de 20% de Bitcoin entre janvier et décembre. Et puis Ether, lui, beaucoup plus. Son nombre de détenteurs a triplé sur l'année passée, notamment motivé par le merge, par ce changement d'Ethereum, donc du Proof of Work au Proof of Stake, qui diminue de 99,9% sa consommation d'énergie et qui va un petit peu changer de modèle parce que certains pourraient dire qu'il va être déflationniste. C'est le cas à certains moments de l'année. Il est tellement utilisé et en partie, à chaque utilisation, une partie de la capacité globale des Ethers est brûlée. Donc effectivement, ça diminue à certains moments, donc ça le raréfie encore. Donc ça a motivé des gens à le détenir dans la durée, donc ça a triplé pour Ethereum et pour Bitcoin, plus 20% sur l'année malgré toutes les problématiques qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, l'adoption grandit et les usages également, puisqu'avec les NFT et tout ce qu'on a vu aussi ces derniers mois, ça crée de plus en plus de cas d'usage et donc d'intérêt de détenir ces cryptos au-delà de la spéculation. On est donc passé, on rappelle les chiffres parce qu'ils sont spectaculaires, de 300 millions de détenteurs, d'utilisateurs de crypto début 2022 à 425 millions en fin d'année. Ça s'est fait en un an seulement. Ouais, entre janvier et décembre 2020. Waouh! Ça va vite, hein. Et c'est crypto.com qui nous apporte ces chiffres. Comment ils savent, comment ils connaissent le nombre exact d'utilisateurs de crypto.com Alors effectivement, il y a toujours le permanent débat entre les adresses qu'on peut créer, parce qu'on peut créer autant d'adresses qu'on veut sur Bitcoin, Ethereum et ce genre de crypto, et le nombre d'utilisateurs réels. Bon, c'est des savants fous, ils savent un petit peu comment regarder un petit peu les détails. Il faut effectivement croiser ces données entre aussi les comptes qui sont détenus sur les plateformes, qui demandent explicitement de donner son identité. Et puis, on vient de le dire, effectivement, les pays qui le proposent directement et qui savent exactement combien de citoyens le détiennent. Donc, avec un mélange de tout ça, on arrive à estimer, en tout cas, que l'adoption a grandi et ça se transforme et ça s'incarne aussi dans les analyses on-chain qu'on a chaque semaine ici. On voit l'adoption, le nombre d'adresses augmenter, le nombre d'utilisations de Bitcoin augmenter et le roulement des Bitcoins à chaque fois augmenter aussi en termes d'utilisation. Donc, 425 millions d'utilisateurs, de détenteurs de crypto à fin 2022, malgré le blizzard qui a secoué l'écosystème, qui l'a congelé et refroidi, ces bourgeons qui ont continué de pousser la démocratisation continue d'avancer. Et cette guerre des usages, du coup, cette guerre des blockchains pour attirer à elle un maximum d'investisseurs, Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, Valentin, propose un système pour, alors je vais vous laisser le prononcer, un système pour convaincre les récalcitrants et ceux qui ne sont pas encore complètement convaincus d'Ethereum, d'investir sur Ethereum, de choisir Ethereum, les convaincre en améliorant la confidentialité des usages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? C'est ça que vous n'aviez pas à dire, vous aviez peur de... confidentialité. C'est la version anglaise, vous ne respirez pas non plus, surtout sur ce plateau. Donc je vais dire des adresses furtives. Bien. Effectivement, il y a cette demande d'une partie des utilisateurs de la crypto de garder une certaine part de confidentialité sur les réseaux. On rappelle que Ethereum est une blockchain publique, ce qui veut dire que quelle que soit la somme que j'envoie à une adresse, on peut évidemment, tout le monde peut voir à qui cette adresse a été envoyée, vers quelle autre adresse et le montant. Alors effectivement, on ne sait pas, Guillaume, que c'est vous derrière l'adresse qui se termine en 45 et la mienne qui termine en 33 que c'était moi, à part si je l'ai dit publiquement ou si justement dans le cadre de la réglementation, j'ai associé mon adresse à une plateforme et à une carte d'identité, le fameux KYC, Know Your Customer. Mais sinon, le public, sur la blockchain, il peut aller voir cette transaction et suivre en fait mon solde, à qui, combien de crypto j'ai envoyé et ce genre de choses. Donc ça peut poser quand même un problème de confidentialité si tant est que votre RIB un jour fuite, Guillaume, et qu'à vie on puisse voir sur cette adresse tout ce que vous allez faire, ça peut poser des problèmes. Donc pour ajouter un peu plus de confidentialité, le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, propose un système de réception, donc il appelle ça les adresses furtives, qui se composeraient de deux choses. En anglais, stealth addresses. Ça doit être ça, voilà. Bien vu, qui permet de générer une adresse publique générique et de garder une clé de dépense spending key, si on veut la tenter comme ça, pour justement récupérer ces fonds et les faire transiter. Ce qui permet en fait d'avoir un sas de compression, de décompression, où on va avoir une adresse qui envoie à une autre adresse et on n'a pas du coup tout l'historique et l'historique futur de cette adresse-là. Donc c'est bien, c'est une réponse à une problématique de l'écosystème réel, de garder un petit peu de confidentialité, et une réponse aussi à tout ce qui était Tornado Cash, et on en a parlé pas mal sur ce plateau, toutes ces applications qui permettent de faire transiter des fonds et de mélanger les cryptos avec d'autres cryptos de d'autres utilisateurs pour justement essayer de
ne pas se faire regarder en permanence son adresse, mais qui posait des problèmes notamment à l'OFAC et à toutes les instances américaines sur le blanchiment d'argent, et donc avait fermé et arrêté certains représentants de ces de Tornado Cash en l'occurrence. Donc ça posait problème et ça a recréé la difficulté d'avoir de la confidentialité sur les blockchains. Donc c'est ce que propose aujourd'hui Vitalik Buterin, d'implémenter ça directement dans Ethereum. C'est SaaS, d'adresse générique avec une clé de dépense unique pour créer un petit peu de ramener un petit peu de confidentialité tout en étant quand même public et transparent. Améliorer la confidentialité des utilisateurs. Un petit mot quand même, et dans un instant on va parler aussi des jeux vidéo, comment les jeux vidéo peuvent aller offrir un tremplin aux NFT pour la démocratisation des NFT. Samy Chlagou est avec nous et son jeu qui s'appelle Cross the Ages. C'est ça. À l'anglaise. À l'anglaise. Ça, on y arrive plus facilement. Il peut nous le dire avec l'accent marseillais, puisque Samy est marseillais, ça donne. C'est ça, Cross the Ages. C'est encore mieux. C'est la même. C'est pareil. Juste avant d'en parler, l'Assemblée nationale, quand même, qui doit s'exprimer, se prononcer ce soir sur un amendement qui va réguler ou pourrait réguler l'avenir de l'écosystème. Qu'est-ce qu'il faut attendre, craindre, espérer de ce vote, Valentin ? Effectivement, ça sera aux alentours de 21h que ça sera voté à l'Assemblée nationale. On en a déjà parlé avec Faucine Fleuret de la DAN ici la semaine dernière, avec un élément supplémentaire qui est, depuis vendredi, des amendements supplémentaires de 2 députés qui vont davantage vers le sens de l'industrie, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur l'accélération, pour rappel, de l'agrément obligatoire pour les entreprises non enregistrées, ce qui avait été le souhait du sénateur Moret il y a quelques semaines. Il aurait donc obligé les entreprises non enregistrées en octobre à passer l'agrément, qui est très complexe à avoir, qui fait partie du 2e volet PSAN, où il y a l'enregistrement et l'agrément. Et cet agrément est difficile à obtenir, notamment pour des problématiques de fonds propres et d'assurance, en tout cas dans le carnet aujourd'hui des dates. On rappelle que l'écosystème n'est pas contre la réglementation, mais cette accélération pourrait la condamner le temps que les offres d'assurance se mettent en place, notamment. Et donc, on a ça c'est voté ce soir, mais avec une lueur d'espoir supplémentaire que donc 2 autres députés ont déposé quelque chose de plus compréhensible pour l'écosystème et qui va dans le sens des demandes de la DAN, un PSAN enregistrement niveau 2, où on enlève les difficultés de fonds propres et notamment d'assurance qui viendront avec MiCA comme c'était prévu dans 18 à 24 mois et non pas en 6 mois, et quand même apporter davantage de réglementation avec plus d'encadrement et de transparence pour le secteur. Donc quelque chose qui va effectivement vraiment accompagner le secteur vers MiCA, qui a été voté sous présidence française de l'Union européenne il y a quelques mois pour le texte politique, qui sera voté sur le texte final en avril, qui viendra dans 18 à 24 mois encadrer définitivement tous les acteurs sans les mettre en danger et sans ostraciser la France. Et donc d'avoir quand même ce 2e niveau un petit peu plus de sécurité malgré la difficulté de FTX, sans condamner nos entrepreneurs avec l'agrément obligatoire en octobre. Donc réponse ce soir. 21h. Ça prend une meilleure tournure et ça sera autour de 21h, effectivement. En effet, à suivre l'avenir de cet amendement d'Hervé Maurey, sénateur de l'Eure. C'est marrant, il s'appelle Hervé Maurey et il y avait un député de l'Eure qui s'appelait Hervé Morin, qui a été ministre de la Défense d'ailleurs. Mais Hervé Morin, c'est plutôt rigolo quand même. L'un était député, l'autre est sénateur. Voilà. Il vous en faut peu pour rigoler, Guillaume. Et c'est ça, la jeune génération ne sait pas rire. Voilà, non, je savais qu'on allait arriver sur cette question où je pensais effectivement anticiper votre attaque sur le fait que je ne connaissais pas ce ministre. S'amuser de tout. Non, il a 24 ans, Valentin Demey. Non, mais il est fort. Non, mais franchement, c'est ça qui est dingue dans cet écosystème, c'est que les experts sont high level et super jeunes. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Merci, Guillaume. Bon, un autre super jeune et un autre expert, un autre pionnier, Samy Chlagou, donc à nos côtés. Vous avez quel âge, pardon, Samy ? 38. 38. Ah non. Ah ouais. Ah non. Ah non. Ah ouais. Pas si jeune, hein. Vous n'êtes pas dans le mood, là. Raté le train, hein. Les NFT se démocratiseront-ils vraiment un jour ? Peut-être, si tel est le cas, leur démocratisation passera-t-elle par les jeux vidéo ? Samy, c'est quoi votre jeu là ? Donc, qui s'appelle Cross the Ages, qui mélange plein de choses. J'y connais rien, je vous le dis franchement, je suis pas gamer, j'ai 43 ans. Voilà. Donc il faut que je fasse vite. Faut que vous me convainquiez en 30 secondes. On y va. En fait, on a basé tout sur une IP, une propriété intellectuelle, où il y a 7 écrivains qui ont écrit des romans. Ça commence comme ça. On a donc Arnaud Dolaine, Alain Damasio, Pablo Servigne et d'autres qui ont tous travaillé ensemble pour écrire différents romans. On a fait un peu plus d'1 demi-million de téléchargements, traduits en 7 langues, et on a créé tout un univers. Dans cet univers, on a créé un premier jeu qui est un TCG, un Trading Card Gaming, un jeu de cartes à collectionner. Imaginons un jeu d'échecs. On prend la moitié, on a 4 par 4, et en fait le but c'est en posant des cartes au fur et à mesure de gagner des territoires
et de battre son adversaire en prenant le plus de territoire possible. Un mix d'échecs, de Go et des jeux de stratégie. Ça va pour l'instant? Je répondrai pas. Allez-y, Ok. continuez. Et donc, Nos du coup, auditeurs en fait, et téléspectateurs doivent suivre à mon avis. Et donc du coup, Les fans des cryptos. l'idée en fait, c'est qu'on est sur un jeu donc à la base Web 2, donc un jeu vidéo classique Oui. qu'on peut faire évoluer donc dans du Web 3, où le joueur pourrait devenir propriétaire de ses propres assets. Donc 180 personnes, 70 dans le sud de la France, 100 illustrateurs, et tout ça pour créer ce petit univers. Et alors, Crazy Edges. pas n'importe qui, une fierté française. On le disait, ce jeu, il a remporté à Dubaï il y a quelques mois le prix du meilleur jeu vidéo de l'année. Décerné ce prix à l'occasion de la grand-messe mondiale du secteur. Ubisoft a investi à votre tour de table, c'est Ouais. pas rien. Pas que. Et pas que. Ouais. On est le premier projet au monde à réunir 5 éditeurs de jeux vidéo. C'est une première. On a les Japonais de Square Enix qui sont venus, on a Elite et 2 nouveaux qu'on va annoncer dans pas très longtemps. Wow. Et vous travaillez avec des gens qui ont collaboré sur Game of Thrones, C'est ça. Star Wars. Marvel, Avatar, Matrix, The Witcher, Cyberpunk, Harry Potter. Incroyable. Ouais. Des développeurs, des artistes, des écrivains. Bref, Ça. c'est très intéressant et vous allez nous le raconter. Est-ce que vous pensez que ce jeu vidéo, il y en a d'autres, mais que ce jeu vidéo peut en effet permettre une démocratisation accrue des NFT? Est-ce que vous pensez que la démocratisation, la massification peut-être à venir, on verra, des NFT passera par les jeux vidéo et ce jeu vidéo entre autres? Complètement. Je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est que la partie gaming, elle prend une place qui est de plus en plus importante dans nos vies de tous les jours et de donner la possibilité aux gens de devenir propriétaires de leurs propres assets, de leurs propres cartes et d'en faire ce qu'ils veulent. Ça change tout. Imaginez que normalement, quand on joue à un jeu vidéo, vous avez le plaisir de jouer à un jeu, mais à la fin, vous obtenez rien. Là, en fait, tout le temps que vous avez dépensé, vous pouvez en fait le transformer et en fait pouvoir le vendre, pouvoir le louer et faire ce que vous voulez de vos assets. Et ça, c'est une vraie révolution. La blockchain, ça apporte quelque chose de complètement nouveau. Et on peut dire que c'est la version, le jeu que vous proposez, c'est la version Web 3.0 du jeu de rôle. Est-ce qu'on peut, du jeu de rôle, pardon, c'est drôle aussi, mais On pourrait dire Oui. ça. On pourrait dire ça. Si on prenait les jeux de rôle comme les cartes Magic, on serait une nouvelle version avec un peu plus de peps. Ce qui est génial, c'est qu'on a un vrai univers, un vrai lore et une vraie histoire derrière. oui. Et donc c'est un public de nostalgique du jeu de rôle que vous visez, ou c'est un public plus jeune, Pas que. né dans le numérique? Pas que. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a redonné l'envie aux gens de relire et de se mettre en immersion dans l'univers de Cross. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on a vraiment de tout dans la communauté Cross the Edges. Donc, on va avoir des plus ou moins jeunes, mais on va avoir aussi des moins jeunes et des seniors. Donc, c'est assez sympa. Des seniors de 25-26 ans, C'est ça, exactement. Combien d'utilisateurs aujourd'hui pour ce Alors, jeu? à l'heure actuelle, on a bloqué sur 10 000 parce qu'on est encore en early access. Donc, on a 10 000 utilisateurs. On lance d'ici la fin du premier trimestre avec l'objectif de 100 000 utilisateurs et 1 demi-million avant la fin de l'année. Ah oui. Ouais. Ça se développe, beaucoup d'ambition. Ce qu'il faut savoir, si je peux me permettre, c'est que nous, à la base, on est publisher, on est éditeur de jeux vidéo, on est propriétaire de 6 studios de jeux vidéo et on a sorti un peu plus de 50 jeux vidéo pour la Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox. Donc notre métier, c'est de sortir des jeux vidéo. Et on a sorti des jeux avec beaucoup de téléchargements. Donc c'est des chiffres qui sont relativement petits, mais qui nous permettront déjà de toucher, on va dire, une cible. Ouais, sauf que là, dans votre jeu, il y a des cartes NFT et on le disait, c'est un jeu complètement Web3. On peut pas faire abstraction de l'hiver crypto, l'hiver NFT aujourd'hui qui a frappé l'écosystème en 2022. Puis là, ce début 2023 repart un peu, mais enfin, c'est pas encore complètement brillant. Est-ce que ça a un impact quand même sur peut-être vos ambitions, votre activité, les revenus que vous arrivez pour l'instant à générer sur vos objectifs? Aussi fou que ça puisse paraître, non, parce que on a fait des chiffres plus importants que ce qu'on avait pu imaginer. On n'est pas corrélé ni au Bitcoin ni à l'Ether, à savoir qu'on est un jeu Web 2 scalable en Web 3. Donc en fait, c'est pour ça que c'est Cross the Ages, c'est vraiment la jonction des deux mondes, et on surfe en fait sur ça. On a vraiment créé un jeu pour le Web 2 qui s'adresse aux gens du Web 2 et où les gens peuvent faire évoluer leur expérience dans le Web 3. Bon, vous avez largué Valentin, hein. Même Valentin de mai. Non, je rigole, je plaisante, Ouais, Valentin, je tu connais plaisante. Très bien Cross the Edges, donc Ah bon? je suis, ça va. Vous êtes vous-même investisseur, Samy Chlagou, en crypto, en NFT, ouais. Complètement. Vous conseilleriez à vos enfants de le faire, d'investir aussi en crypto? Je crois que la question n'est même plus dans les conseillers ou pas. Maintenant, enfin, c'est devenu un fait et on doit tous en fait y aller. Il faut vivre avec le temps. Et je pense qu'il ne faut pas mettre plus que ce qu'on est capable de perdre. Un peu comme l'investissement que vous disiez au début, hein. Il ne faut pas en mettre plus que ce qu'on peut mettre, mais c'est sûr et certain qu'on est vraiment dans un changement aujourd'hui et qu'on est amené à vivre avec notre temps. Mais ce jeu, il permet aux gens, aux utilisateurs, aux joueurs de gagner en payant ou de gagner en restant, en passant du temps dans le jeu, ce qui les rémunère en quelque sorte? Alors en fait, nous, on est vraiment, on est fan de ce maître mot, la méritocratie. Ce qu'on aime en fait, c'est qu'il faut être bon
pour gagner dans Cross the Edges. On demande pas, c'est pas une question d'argent, hein, c'est une question de temps qui est passé et on peut commencer à jouer gratuitement, sans mettre 1 euro et gagner des cartes au fur et à mesure. Parce qu'on est resté longtemps, qu'on a joué longtemps. On paye en temps. C'est le temps, en fait. Le temps, en fait, nous donne une récompense, une monnaie, et c'est grâce à ce temps-là, en fait, qu'on peut faire évoluer les cartes. Donc c'est vraiment la base, en fait, de ce jeu, c'est le temps. Oui, mais du coup, c'est une forme d'ode à l'addiction aussi, parce que si on y reste longtemps, c'est qu'on est addict. En fait, nous, notre but, c'est de rendre addict les gens à la lecture, c'est de leur faire découvrir le monde, c'est plus ça. Le jeu, c'est qu'un but, c'est qu'un prétexte. Maintenant, en fait, c'est grâce à cette manière de gamifier qu'on peut toucher les gens. Et je pense qu'il y a un message relativement profond dans l'histoire de Cross the Ages. Mais ce message, on peut le faire passer essentiellement grâce, en fait, à cette manière de jeu. Mm-hmm. Bon, Valentin, là-dessus, sur les jeux vidéo, peut-être moteur, acteur de la démocratisation future des NFT, quel regard est-ce que vous portez là-dessus ? Évidemment, ça fait partie des choses qu'on connaît tous. Ça fait longtemps qu'on joue tous aux jeux vidéo. Moi, j'avais une console, notamment une Nintendo, quand j'étais jeune, et j'ai appris une partie du monde par ce prisme du Tetris. Non, ça c'était votre génération, Guillaume. Moi, c'était très vite Zelda et les décors en 3D. Mais effectivement, ça fait partie des choses où on peut aller chercher rapidement des gens parce qu'on va sur les choses qu'ils connaissent déjà, sur quelque chose de bien public, si je puis dire, aller apporter une verticale nouvelle qui est la détention de ce qu'on crée, la capacité à échanger des choses dont on possède vraiment la légitimité. Et justement, ça fait partie des choses comme les réseaux sociaux décentralisés, où en fait les cas d'usage sont nativement liés au Web3. Et c'est pas, même si la finance décentralisée est très intéressante et Dieu sait qu'on en parle beaucoup sur ce plateau, ça reste, on ajoute finance et décentralisation, 2 mots assez complexes. Là, un jeu vidéo où on peut jouer avec des cartes qu'on collectionne vraiment, qu'on peut revendre et avec une connexion liée au Web 3. On peut même les trader, je crois. Évidemment, qui parlent aux gens et qui font la mass adoption, quoi. Parce que les gens le jouent. Les gens y jouent sans forcément savoir que derrière, c'est de la blockchain et des NFT qui se cachent. Complètement. Et vous allez faire passer ça pour de la culture, Samy Chlagou. Vous dites que ça va remettre les gens dans la culture du livre. Vraiment. Ouais. Je pense que si vous avez un petit moment, téléchargez le premier chapitre. C'est très sympa, ça va vous plaire. Guillaume a mis longtemps à découvrir ChatGPT. C'est vrai. C'est vrai. Il va mettre du temps à aller sur Cross the Edges. Ça se tente, c'est une belle expérience. On a parlé le 1er décembre ici. ChatGPT, c'est vrai qu'on en avait parlé dès le début décembre. Vous pensez qu'un jour les jeux vidéo seront régulés comme le sont les marchés financiers traditionnels, comme vont l'être de plus en plus les cryptos, peut-être les NFT d'ailleurs aussi, avec une partie de Mika. Est-ce que les jeux vidéo un jour seront aussi régulés ou devront être régulés dans la mesure où, comme vous le dites, on peut y gagner de l'argent, mais aussi y perdre du temps, voire y perdre de l'argent? Est-ce que ça va devenir un sujet pour les régulateurs ou est-ce que les jeux vidéo seront à l'avenir l'ultime Far West? Non, je pense qu'au fur et à mesure, ça va arriver et c'est une bonne chose que ça soit régulé. C'est vraiment une bonne chose. Moi, je vois pas du tout de mal à ce que ça soit régulé. À partir du moment où ça touche pas, donc ça fait pas fuir les talents et que ça permet de continuer à faire évoluer la croissance, il n'y a aucun problème à réguler. Et sur ce point-là, c'est extrêmement intéressant parce que justement, on parlait tout à l'heure de l'adoption massive, mais la technologie aussi en elle-même intéresse énormément les développeurs, puisque tout ce qui était lié à l'ouverture de cartes sans trop savoir ce qu'on allait avoir en dépensant de l'argent par le régulateur, il y avait des grandes interrogations ces dernières semaines sur est-ce que c'est de la loterie ou non. Or, c'est l'un des capacités des créateurs de contenu et de jeux vidéo de se rémunérer, alors qu'avec les NFT, effectivement, on peut revendre et avoir tout le long de la durée de vie du jeu vidéo que le studio se rémunère, justement avec la vente et les joueurs et le studio. Donc ça permet d'avoir un jeu qui ne se vend pas que jour 1 ou qui n'a pas de difficulté avec le régulateur pour continuer de s'expandre. Cross the Ages, donc, et vous visez combien d'utilisateurs d'ici la fin de l'année? 1,5 million. 1,5 million, voilà. Bon, et bientôt une version métavers, c'est ça? C'est ça, c'est en cours. Allez, donc, Samy Chlagou, merci beaucoup, patron, cofondateur de ce jeu aux frontières du Web 2 et du Web 3. Cross the Ages, on traverse les âges et les générations. Merci messieurs de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Samy, venu de Marseille, nous rendre visite sur le plateau de BFM Business. Bon retour. Merci. Merci Valentin Donnet qui nous vient régulièrement d'Angers. Oh, c'est moins loin. C'est moins loin. Cryptost régulièrement à nos côtés. Merci messieurs.